Aujourd'hui, Carlo Ancelotti est l'un des entraîneurs les plus connus au monde. Mais quelques années avant de devenir sélectionneur au Brésil, il s'est retrouvé devant la justice espagnole pour une affaire fiscale. Le fisc lui reprochait plus d'1 million d'euros d'impôts impayés. Mais au final, il a été condamné pour une année et relaxé pour l'autre. Alors, que s'est-il réellement passé? Dans les vidéos précédentes, nous avons principalement étudié les problèmes fiscaux de grands joueurs. Neymar, Messi, Ronaldo, Alonso, puis Maradona. Mais cette fois, le dossier ne concerne pas un footballeur. Il concerne un entraîneur. Pas n'importe lequel. Carlo Ancelotti a dirigé les plus grands clubs européens. Le Milan AC, Chelsea, le PSG, le Bayern Munich et bien sûr le Real Madrid. Mais c'est justement pendant sa première période sur le banc madrilène que son problème avec le fisc espagnol va commencer. En 2013, Carlo Ancelotti devient entraîneur du Real Madrid. Le club lui propose un contrat particulièrement important. Comme pour les joueurs, la rémunération d'un entraîneur de ce niveau ne se limite pas toujours à un simple salaire. Son nom possède également une valeur commerciale. Son visage peut être utilisé dans les publicités. Son image peut être associée à des marques. Et certaines entreprises peuvent payer pour exploiter cette notoriété. On parle alors de droit à l'image. C'est un mécanisme que nous avons déjà rencontré avec Messi, Ronaldo ou Alonso. Mais il faut comprendre une chose importante. Les droits à l'image ne concernent pas uniquement les joueurs. Un entraîneur mondialement connu peut lui aussi générer de revenus grâce à son nom, son visage et sa réputation. Dans le contrat d'Ancelotti, une partie de sa rémunération devait justement être liée à ses droits. Lors de son procès, il expliquera que le Real Madrid lui avait proposé de percevoir environ 15% de sa rémunération sous cette forme. Selon lui, cette organisation lui avait paru normale dans le monde du football professionnel. Le problème ne vient donc pas simplement du fait qu'Ancelotti possédait des droits à l'image. Ce principe est parfaitement légal. Le problème vient de la manière dont les revenus correspondants ont été organisés et déclarés. Selon l'accusation, les droits à l'image de Carlo Ancelotti avaient été cédés à des sociétés situées à l'étranger. Une partie de ces revenus transitaient notamment par des structures installées hors d'Espagne. Sur le papier, ces sociétés devaient gérer l'exploitation commerciale de son image. Mais pour l'administration fiscale espagnole, cette organisation posait un problème. Ancelotti travaillait au Real Madrid. Il vivait alors en Espagne. Et son image était exploitée notamment grâce à sa fonction d'entraîneur du club. Pour le fisc, les revenus générés par cette image devaient donc apparaître dans ses déclarations fiscales espagnoles. Or, selon l'accusation, Ancelotti avait bien déclaré son salaire versé directement par le Real Madrid, mais pas l'intégralité des revenus provenant de ses droits à l'image. Et c'est à partir de là que le dossier devient beaucoup plus sérieux. Les accusations concernaient 2 années, 2014 et 2015. Selon le parquet espagnol, plus de 4 millions d'euros de revenus liés à l'image n'avaient pas été correctement intégrés dans ces déclarations. Le montant d'impôt considéré comme impayé dépassait au total 1 million d'euros. Dans le détail, les autorités lui reprochaient environ 386 000 euros pour l'année 2014 et près de 676 000 euros pour l'année 2015. Pour le parquet, il ne s'agissait pas d'une simple erreur administrative. L'accusation estimait que les sociétés étrangères utilisées avaient permis de séparer artificiellement Ancelotti des revenus produits par sa propre image. Autrement dit, le fisc considérait que ces sociétés n'effaçaient pas la véritable origine de l'argent. Sans Carlo Ancelotti, pas de notoriété, pas de contrat lié à son image et donc pas de revenus. Le raisonnement de l'administration était finalement assez proche de celui déjà utilisé dans plusieurs affaires concernant des joueurs. Peu importe le nombre de sociétés placées entre la marque et la célébrité, le fisc recherche toujours à identifier la personne qui génère réellement le revenu. Carlo Ancelotti a contesté avoir voulu frauder. Devant les juges, il a expliqué qu'il avait négocié avec le Real Madrid un salaire net. Ce qui l'intéressait, selon sa défense, était de connaître le montant qu'il allait réellement recevoir. Il affirme que la structure liée au droit à l'image lui avait été proposée dans le cadre de son contrat. Il aurait ensuite consulté un conseiller. Et comme ce type d'organisation lui semblait courant dans le football, il ne se serait pas davantage occupé de son fonctionnement fiscal. En résumé, sa défense reposait sur une idée simple. Je pensais que tout était en règle. Ancelotti a expliqué qu'il n'avait jamais eu l'intention de tromper l'administration fiscale et qu'il avait fait confiance au club, à ses conseillers et aux personnes chargées de structurer sa rémunération. Mais comme nous l'avons déjà vu dans l'affaire Messi, faire confiance à des spécialistes ne supprime pas automatiquement la responsabilité personnelle. Les juges cherchent aussi à déterminer si la personne concernée pouvait comprendre le fonctionnement général de l'organisation et surtout si elle savait que certains revenus n'apparaissaient pas dans ses déclarations. Le procès de Carlo Ancelotti s'ouvre à Madrid en avril 2025. À ce moment-là, le parquet réclame une peine particulièrement lourde, 4 ans et 9 mois de prison, ainsi qu'une amende de plusieurs millions d'euros. Mais le tribunal doit examiner séparément les 2 années concernées et cette séparation va devenir essentielle. Pour 2014, la situation semble relativement claire. Ancelotti travaillait au Real Madrid, il vivait en Espagne et il y était considéré comme résident fiscal.
La question principale porte donc sur les revenus liés à son image qui n'avaient pas été inclus dans sa déclaration. Mais pour 2015, le dossier est différent, car Ancelotti quitte le Real Madrid au mois de mai. Il part ensuite vivre à Londres. La justice doit alors répondre à une autre question. A-t-il passé suffisamment de temps en Espagne en 2015 pour être considéré comme résident fiscal pendant toute l'année? Et cette question va complètement changer le résultat du procès. En juillet 2025, le tribunal rend sa décision. Carlo Ancelotti est reconnu coupable d'un délit fiscal pour l'année 2014. Il est condamné à 1 an de prison. Il doit également payer une amende d'environ 386 000 € correspondant au montant fiscal retenu pour cette année. Il faut toutefois préciser qu'une peine de prison aussi courte, pour une infraction non violente et en l'absence d'antécédents, ne signifie généralement pas une incarcération effective en Espagne. Mais juridiquement, il s'agit bien d'une condamnation pénale. Le tribunal estime que les revenus liés à son image auraient dû être déclarés en Espagne et que les structures utilisées ne permettaient pas de les faire disparaître de sa déclaration personnelle. Pour 2015, en revanche, Carlo Ancelotti est relaxé. Non pas parce que les droits à l'image avaient soudainement changé de nature, mais parce que le tribunal considère qu'il n'est pas suffisamment démontré qu'il avait été résident fiscal espagnol pendant cette année. Son départ du Real Madrid au mois de mai, puis son installation à Londres, ont créé un doute sur le nombre exact de jours passés en Espagne. La justice n'a donc pas retenu le deuxième délit fiscal. C'est ce qui rend le résultat particulièrement intéressant. Le même homme, des revenus de même nature, 2 années consécutives, mais 2 décisions différentes. L'affaire Ancelotti montre donc que le fisc ne s'intéresse pas uniquement aux joueurs. Les entraîneurs peuvent eux aussi générer des revenus liés à leur image et être tenus personnellement responsables de leur déclaration. Mais ce dossier révèle surtout quelque chose de plus surprenant. Pour 2014, Carlo Ancelotti est condamné. Pour 2015, il est relaxé. Et la différence entre ces 2 années tient principalement à une question. Où vivait-il réellement et combien de jours avait-il passé en Espagne? C'est ce qu'on appelle la résidence fiscale. Et dans la prochaine vidéo, nous allons comprendre pourquoi cette notion peut complètement changer l'issue d'une affaire.